Elle s'est écrite en grande partie à l'époque médiévale, ce qu'on appelle l'époque médiévale, notamment au 9e, 10e, 11e, jusqu'au 15e siècle. Alors, je dirais qu'on a 4 types de textes historiques. On a donc le début, tout naturellement, de l'historiographie en islam, c'est la sira, c'est l'histoire du prophète et des compagnons, qui n'est pas du même type que celle que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on a une histoire, une sira, elle va être volontiers spirituelle, morale. C'est pas forcément ça à l'époque. Ce sont souvent, c'est des conquêtes, l'histoire des conquêtes, et j'ai envie de dire que le prophète n'est pas le centre. Ce n'est pas, entre guillemets, le héros du livre. C'est plus des événements de l'histoire de l'islam qui va naître. Donc, ces premiers textes vont être écrits par les premières générations. Urwa, dont j'ai parlé, Ibn Zubayr, le neveu de Aïcha, qui va écrire sans doute la première sira, et il a inclus également l'histoire des premiers califes, des 4 califes. Il a étudié auprès de sa tante, donc Aïcha, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit d'elle qu'elle était versée dans la poésie, donc poésie, généalogie, et les akhbar des anciens arabes, donc toujours cela. Donc, première science, je vais accélérer, parce que je vois qu'il est déjà 8h20. Première science, donc, la sira et le hadith. La sira. Deuxième science, donc, le hadith, j'en ai parlé. Et ensuite, on arrive à cette période plus tardive, histoire, entre guillemets, profane, histoire, donc, les chroniques, qu'on trouve en Occident, en Europe. Hein. La chronique, c'est une succession de faits énumérés dans l'ordre chronologique. Donc, ce n'est pas une analyse. Il n'y a pas d'analyse comme aujourd'hui. Si vous prenez un livre d'un bon historien d'histoire de France, vous les allez. Il peut avoir un fil chronologique, bien sûr, mais on problématise, on dit, on pense cette histoire. Donc, au départ, ce sont des chroniques, souvent de type militaire. Ensuite, on a ce qu'on appelle les manaqib, donc les mérites. Donc, on aura les mérites des compagnons, les mérites des savants de telle ville, de telle région. Dans le type chronique mérite, on a les tabaqat, donc ce qu'on appelle les générations. Vous avez un savant qui va établir les tabaqat, donc les générations de savants de son pays, de sa ville, siècle par siècle. Ça, c'est très courant, c'est extrêmement précieux pour les historiens contemporains, puisqu'on a une foule d'informations. Alors parfois, c'est un article de quelques lignes, type dictionnaire. Hein. Parfois, c'est beaucoup plus important, et c'est extrêmement précieux sur l'histoire, sur la culture, sur la politique de l'époque. Et ensuite, on a des histoires dynastiques, donc telle dynastie, les Amoyades, les Abbassides, etc. Et des histoires régionales ou de villes. Par exemple, on a un monumental livre de El-Baghdadi, donc, qui vit à Bagdad, comme son nom l'indique, Taler Baghdad, qui est absolument monumental. Ibn Asakir qui a écrit Taler Dimashq, donc l'histoire de Damas. Et pour les savants et les historiens, c'est extrêmement précieux. On a Ibn Asakir qui a donc écrit l'histoire de Damas, a écrit un volume avec 800 histoires de femmes qui ont marqué Damas, du point de vue religieux, historique, dans la vie sociétale, officielle, politique, 800 biographies donc, de femmes. Alors, il y a un sous-genre de cette historiographie qui est précieux pour nous aujourd'hui, c'est la topographie urbaine. C'est-à-dire que ces historiens, qui étaient des hommes absolument incroyables, qui ont écrit des milliers de pages, ont pris la peine de décrire l'urbanisme de leur ville. Donc on sait, par exemple, comment était Damas, Bagdad, au Xe siècle. Parce que les monuments sont décrits, il y a tel endroit, tel monument, donc on peut faire des cartographies, ce qu'on appelle la topographie urbaine. Alors le 4e type historique, qui est le plus connu, ce sont les grandes fresques. On en a parlé, type Tabari. Alors, ces grandes fresques vont recueillir ce qui a disparu. Parce que ce que je vous ai dit, ce dont je vous ai parlé auparavant, les premiers textes des premiers siècles, du tout premier siècle, ont disparu et ne sont conservés, comme beaucoup de textes du reste. Hein. Si vous prenez des grands philosophes comme Aristote ou Platon, toute une part de ce que l'on a d'eux, ou Épicure, ce sont des textes qui sont en fait des citations dans d'autres livres postérieurs. Et bien là c'est pareil, on a des textes qui sont récupérés, et les grandes fresques vont venir énumérer, sans analyse non plus. Tabari va cumuler
les textes, tel auteur a dit cela sur tel événement, et on peut avoir le même événement qui va être raconté de différentes manières. C'est vraiment une compilation, et ce qui sépare ces compilations, ce sont la Isnad, justement. Cette chaîne, Tabari, qui est un muhaddith, en fait, va dire ce récit est rapporté par telle chaîne qui est faible, qui est forte, et il y a donc un souci scientifique important d'établir une véracité historique. Alors on a des grands noms que je vais citer rapidement. Il y a Robi, alors on va faire par période. Au 9e siècle, pardon, on a Yarobi, qui a beaucoup voyagé, assez loin. On a ensuite Tabari, au 10e siècle, qui est mort en 923. El-Masroudi, donc également, qui sont quasiment tous irakiens d'ailleurs. Ibn al-Nadim, dont j'ai parlé, au 10e siècle également. Ibn Kathir, qui est connu pour son livre qui est une histoire universelle. Et Ibn Khaldun, qui est très connu, qui est du 15e siècle. Je vais en parler un peu après. Et comme il a été dit, plus récemment, on a une grande tradition encore historique plus récente, Jabarti, et un auteur qui m'est cher à titre personnel, puisque je travaille sur lui, c'est Kettani, qui est mort en 1962, qui est un savant marocain du type de Jabarti ou de ces savants-là, savants assez encyclopédiques. Alors ce qui est intéressant dans ces histoires universelles, c'est qu'ils vont brasser des matériaux très divers, notamment non arabes et non islamiques. Ils vont vraiment vouloir rassembler au maximum pour connaître l'histoire d'avant l'islam et des débuts de l'islam. Et l'histoire la plus connue, celle de Tabari, vous savez l'histoire des prophètes et des rois, Tarikh al-Rusul wal-Muluk, dont on a une fausse traduction en français, ce qui est un résumé d'un auteur chiite, et c'est une chronique absolument immense, qui démarre de la création, ni plus ni moins, jusqu'à la mort, la fin de la vie de Tabari. Alors, les histoires universelles après Tabari seront beaucoup moins rigoureuses au niveau de l'Isnad, il faut quand même le signaler. Alors donc, je l'ai dit, ce ne sont pas des récits unifiés, c'est répétitif, c'est du type énumératif, il n'y a pas de pensée historique, au sens où il n'y a pas d'analyse. Alors, je vais m'arrêter quelques secondes, quelques minutes sur Ibn Khaldun, qu'on ne peut pas ne pas évoquer ici, qui est un auteur du XIVe siècle, qui est né en 1332 à Tunis, qui est mort au Caire en 1406. Il a étudié à la Zaytouna, donc Zaytouna en Tunisie, Qarawin au Maroc, et c'est vraiment l'historien du sens de l'histoire. C'était vraiment un génie, on peut le dire, qui a eu une intuition forte, des intuitions fortes, et qui va livrer lui une analyse de l'histoire. Il va penser l'histoire selon des principes. Alors, il propose lui-même, et il le dit, il propose de fonder une nouvelle science. C'est pour ça qu'on a dit que c'était le père de la sociologie, mais de l'anthropologie aussi. Sa science historique, c'est une mère, en fait, l'histoire, une mère de science, mère comme la maman, on va dire, une mère de science, la maman de toutes les sciences, on pourrait dire, sociale, qui va s'appuyer sur différentes sciences qui vont lui permettre de la comprendre. Notamment la science, les sciences sociales et anthropologiques, comment fonctionnent les clans qui vont donner naissance au pouvoir. Lui, c'est un historien de l'État, en fait. Un historien de l'État qui analyse les tribus et les clans pour comprendre comment, à partir d'une tribu, parce que sa grande loi de l'histoire, c'est celle-là, comment, à partir de tribus qui sont non civilisées, qui sont dans les marges, qui sont en périphérie, qui sont souvent des nomades, c'est pour ça que souvent on traduit, on fait une dichotomie entre bédouins urbains chez Ibn Khaldun, c'est plus subtil que ça, mais ça regroupe quand même bien cela. Donc, ce qui l'intéresse, c'est d'étudier ces populations pour voir comment, à partir de tribus, on arrive à un pouvoir extrêmement fort. Alors, il va penser plusieurs éléments qui sont tellement riches et intéressants qu'un historien français d'aujourd'hui, qui s'appelle Gabriel Martinez-Gros, qui est un spécialiste avec Cheddadi d'Ibn Khaldun, il va prendre la théorie d'Ibn Khaldun et il va montrer qu'elle tient pendant très longtemps, jusqu'à l'état moderne, y compris pour des événements que n'a pas connu Ibn Khaldun, parce que c'est vraiment une analyse qui est très, très fine. Premier élément de l'analyse d'Ibn Khaldun, c'est la notion de cycle. C'est ce qui est le plus connu. Pour lui, l'histoire, 1, se répète, 2, selon des lois, 3, elle se répète toujours selon un schéma qui est de type organique, on pourrait dire, le schéma de type humain, naissance, montée, maturité, déclin, disparition. C'est la loi du cycle. Et cette disparition est toujours le fait... alors, la naissance, le pouvoir chez lui, c'est... je vais y venir après, sinon je vais
vous embrouiller plus qu'autre chose. Donc, premier élément, lecture cyclique de l'histoire. Deuxième élément, il distingue ce qui est accidentel de ce qui est l'essence de l'histoire. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il a conscience qu'il y a des lois générales qui vont s'appliquer sur des terreaux particuliers. Et chaque histoire s'inscrit dans un espace-temps propre à lui-même. Et donc, on a une convergence entre une loi universelle de l'histoire et le génie propre à un peuple, si vous voulez. Troisième élément, qui est le plus riche chez Ibn Khaldun, c'est l'énigme du pouvoir. Il s'interroge sur ce pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Comment expliquer le pouvoir cyclique? Alors, il explique que le pouvoir est issu d'une convergence entre ce qu'il appelle Asabiyya, un esprit de corps, un groupe, d'une part, qui est violent, qui est non civilisé au sens où il n'est pas contrôlé par l'État. Il est en marge de la société. Et ce pouvoir fort va converger avec une idéologie, on pourrait dire, ou une doctrine, qu'il appelle Da'wa. Et c'est Asabiyya plus Da'wa qui vont converger vers le pouvoir étatique. Lorsque les deux convergent, le pouvoir sera fort. Et plus la Asabiyya est violente, plus elle est barbare, plus le pouvoir sera stable et fécond. Et ça, c'est une analyse extrêmement forte qui a été faite. Il y a une idée que l'infrapolitique, la Asabiyya, va rejoindre le suprapolitique, la Da'wa, pour converger. Et il y a une flopée d'exemples historiques. Et l'exemple le plus courant, qui est celui qui m'intéresse le plus, c'est l'exemple de l'Arabie Saoudite, qui est un pur produit de cet esprit, où une Asabiyya bédouine va rencontrer une Da'wa et va converger vers un État qui va se construire. Alors, quatrième élément, donc, sur les lois cycliques, c'est Hamid Borzaslan, qui est d'origine turque, qui est un très grand historien qui a travaillé sur Ibn Khaldun, explique que dans le modèle khaldunien, le souverain n'établira son pouvoir qu'en détruisant toute solidarité sociale. Alors ce qui est très intéressant, que relève Ibn Khaldun dans ce cycle, c'est qu'un pouvoir violent va prendre les rênes du pouvoir par sa violence, et pour s'établir, va devoir supprimer la violence. Et donc il va désarmer sa propre violence. Si vous prenez le cas saoudien, c'est très frappant, puisqu'on a les Saouds qui vont construire qui vont prendre le pouvoir par la guerre, vont construire une armée qui va réguler la violence, c'est l'Ikhwan, puis ils vont devoir détruire cette armée, parce que cette armée menace le pouvoir lui-même. Et ce qui se passe, c'est quand le pouvoir arrive à son apogée, l'apogée pour Ibn Khaldun est en fait le début de la fin. Lorsqu'on est arrivé à la stabilité, on est en train de perdre le pouvoir, puisqu'on a désarmé sa population, et elle est incapable de garder le pouvoir, puisqu'elle a été complètement dévirilisée, pour reprendre l'expression d'Ibn Khaldun. Elle a remis entre les mains du pouvoir la totalité de ses capacités de défense. Typiquement, vous et moi, nous tombons malades, nous avons une sorte d'équivalent de sécurité sociale en Belgique, je ne sais pas ce que c'est, mais en France, c'est la sécurité sociale, nous avons la police, nous avons l'armée, nous avons délégué la totalité de nos pouvoirs à l'État. Et c'est cela que dénonce en fait Ibn Khaldun, qui est un historien qui est fasciné par la violence tribale, barbare, entre guillemets, la violence non civilisée, non pas au sens où ce sont des barbares, comme on peut l'imaginer, mais au sens où ce sont des gens qui ne sont pas contrôlés par l'État. Ils prennent le pouvoir, ils désarment tout le monde, et ils vont se faire eux-mêmes, ils vont eux-mêmes perdre le pouvoir par ce désarmement. Alors, le dernier élément, la conclusion de tout cela, de cette pensée d'Ibn Khaldun, c'est que l'histoire se fait, il y a une dialectique, un dialogue, on pourrait dire, entre les bas-fonds de l'histoire et le sommet de l'histoire, entre la corruption, entre l'attirance pour les ressources de la civilisation, parce que ces barbares qui conquièrent le pouvoir veulent l'enrichissement, et cet accaparement est le début de la fin, et donc il y a un cycle constant qui fait que pour Ibn Khaldun, la prise de pouvoir, c'est la fin du pouvoir. Il y a un paradoxe, il y a un adage, un proverbe en islam qui dit que la vérité se cache dans les contraires. C'est exactement cela. C'est qu'une fois que vous êtes arrivé au sommet, vous avez déjà perdu dans l'histoire humaine. Alors, rapidement sur son œuvre, ce que je viens de vous dire est tiré de son immense livre des exemples qui fait 15 volumes, divisé en 3 parties. On a une partie qui est traduite en français, la partie la plus connue, c'est la Muqaddima, qui est l'introduction, qui pose justement les bases
historiographique, il explique sa méthode historique, et ensuite sur le reste du livre, des 15 volumes, il va faire une histoire universelle, dans laquelle il peut dire « je crée une histoire universelle en rapportant des récits, des témoignages, en donnant des faits, mais en posant des lois de cette histoire ». Et c'est ça qui est très précieux. Et je vous renvoie au livre de Gabriel Martinez-Gros, Ibn Khaldoun ou les 7 vies de l'islam, dans lequel il montre que le schéma historiographique d'Ibn Khaldoun tient complètement, même dans des domaines qui pourraient surprendre. Alors, je m'accélère pour passer immédiatement à la troisième partie, la dernière de cette présentation de l'histoire en islam, pour cette histoire de sens de l'histoire, dans quelle direction va l'histoire. Alors, j'ai gardé 2 auteurs complètement antagonistes et contemporains, l'un de l'autre. Je vais essayer de vous en faire part, même si c'est un peu complexe, surtout dans un temps record. Donc Malek Benabi d'une part, et ensuite Fridtjof Schuon d'autre part, et de voir comment on a 2 auteurs qui sont en fait l'illustration de 2 courants de pensée complètement différents, puisqu'on en a un qui appartient à ce qu'on appelle Salafiyya, le réformisme, le salafisme, passons sur les mots, et l'autre qui appartient à ce qu'on appelle l'école traditionnelle, qui est un courant de pensée qui est né au XIXe siècle en Europe. Mais tous 2 sont musulmans, je le précise. Alors, si je devais résumer en quelques mots leur démarche, on a une vision progressiste de l'histoire dans un cas, celui de la Salafiyya. J'ai pris Malek Benabi, j'aurais pu prendre un autre auteur. Au départ, je vais m'appuyer sur un auteur de la Salafiyya, enfin, de Nahda, ce qu'on appelle la Renaissance arabe, qui n'était pas musulman, Georges Zaidan, mais qui réussit parfaitement à lui tout seul la pensée historique de la Salafiyya. Mais je me suis dit que finalement, j'allais prendre un auteur qui a l'avantage d'être traduit en français et d'être strictement musulman. Mais en tout cas, Malek Benabi, j'aurais pu prendre un autre auteur. Et donc c'est une démarche, une vision d'histoire qui est dans un sens progressiste. C'est-à-dire qu'on va de mieux en mieux dans l'histoire humaine, même si on peut avoir des périodes de décadence. Alors, cette histoire de Malek Benabi, dans différents de ses livres, Vocation de l'islam, Les conditions de la Renaissance, il est connu, cet auteur, un auteur algérien, donc qui est né en 1905, il est mort en 1973, il a vécu en France, et il a été étudié par un fonctionnaire algérien, qui est un historien, Nourdine Boukrou, et qui a bien résumé, je vais vous citer quelques passages de son œuvre, bien résumé la vision historique de Malek Benabi. Donc cet auteur algérien explique « L'histoire est mue, elle est en mouvement, l'histoire est mue par une horlogerie invisible qui la dirige dans une direction précise, celle de la civilisation universelle et de la jonction finale entre l'humain et le divin. Elle évolue vers un point oméga. Ce mouvement va de la barbarie à la société et des unités historiques que sont les civilisations à l'unification à l'échelle planétaire. » Donc vous voyez très bien qu'on a un point de départ qui est inférieur au point d'arrivée. Donc on a une histoire téléologique qui monte, qui va du moins bon au meilleur. Alors, il dit « Malek Benabi est totalement en phase avec Hegel, que citait notre ami, pour qui l'histoire du monde, là il cite Hegel, avec tout ce que ces annales rapportent de changement, est le processus de la marche graduelle par laquelle l'esprit connaît et réalise sa vérité. » Donc le processus, le sens de l'histoire, est une montée de la barbarie vers la civilisation. Alors, ça c'est donc une vision progressiste, en fait, qui est calée, et cette vision apparaît à ce moment-là, qui est calée qu'un schéma darwinien, en fait. Ni plus ni moins, les sciences sociales sont marquées par cela, l'idée qu'on passe d'un état embryonnaire à un état de perfection. Malek Benabi est très marqué par, il n'est pas le seul d'ailleurs, dans les historiens de la Salafiyya, c'est très présent, par les écrits orientalistes qui sont marqués par cela. Alors, Malek Benabi définit la civilisation ainsi. C'est le cours d'un astre idéal autour de la Terre, se levant successivement à l'azimut de tout peuple. La Providence dirige le cours inflexible de la civilisation, dont les cycles se succèdent malgré tous les obscurantismes, les maraboutismes, les colonialismes et les empirismes politiques. Alors là, on pourrait faire une étude littéraire très intéressante et historique de ce passage-là, puisque les coupables sont cités au yeux de Benabi. C'est que pour Benabi et pour les courants de la Salafiyya, cette marche vers le progrès a été entachée par des gens, par des coupables, que je résumerai par trois catégories de personnes, dans le monde musulman j'entends, qui vont incarner ce que ces auteurs appellent le Moyen-Âge de l'islam, en ayant comme
idée du Moyen-Âge, une image péjorative, ce qui est faux, c'est un mythe. En fait, le Moyen-Âge était une grande période de l'histoire. Enfin bon, soit, le Moyen-Âge de l'islam est attribué à trois catégories de personnes qui seront parachevées par la colonisation. Ces trois catégories sont les théologiens, les juristes et les soufis, qui sont les trois qui sont considérés comme n'étant pas un maillon de l'islam qui nous rapproche du prophète, mais qui sont des écrans qui nous empêchent d'accéder à la source et d'accéder au progrès. Et ces trois éléments de la société vont être achevés, plutôt leur travail va être achevé par la colonisation. Il déplore le fait que les pays musulmans, je cite, peuvent faire dignement leur entrée dans l'évolution générale qui semble devoir prochainement aboutir à l'avènement de la famille humaine pacifiée. Donc vous voyez, c'est une vision progressiste de l'histoire. Alors, arrêtons-nous maintenant alors, juste une chose tout de même que j'avais oubliée, cette vision progressiste n'est pas sans heurts. Elle connaît des décadences, et donc c'est une vision progressiste avec un déclinisme relatif. Pour Malek Bennabi, on a une régression très rapide dès les divisions entre compagnons, mais on a encore un éblouissement jusqu'aux Almohades, et il a une théorie, l'homme post-almohadien, qui est très critiquable par bien des aspects, puisque c'est très largement une mythologie en fait, qui est utilisée pour conforter cette histoire. Il nie Ibn Khaldun, par exemple, même s'il en parle bien évidemment, c'est-à-dire que selon lui, à partir du XIe siècle, on n'a plus de civilisation islamique, et qu'on a un Moyen-Âge ténébreux qui peut être revivifié après la colonisation. Mais donc on a une vision d'histoire progressiste avec des heurts, des chutes relatives. Venons à cette deuxième catégorie de personnes, donc non plus la salafia maintenant, mais l'école qu'on appelle traditionnelle, qui est une école qui est née à la fin du XIXe siècle et qui est très intéressante à étudier. Il y a peu de travaux qui ont été faits dessus. Moi-même, je m'y intéresse beaucoup parce que je fais de l'histoire intellectuelle du monde musulman et que j'aime beaucoup l'histoire des relations entre les courants. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette école traditionnelle va naître en plein monde moderne en Europe, à une époque qui précède les deux guerres mondiales. Et avant les deux guerres mondiales, on est dans une euphorie, on pourrait dire, les années folles. On a une euphorie début XXe siècle, où on a l'impression que la civilisation occidentale est arrivée à un parachèvement, et la Première Guerre mondiale va être le mur contre lequel va s'écraser cette vision. Mais donc on a des hommes qui, dès la fin du XIXe siècle, vont s'intéresser aux doctrines orientales, pas seulement à l'islam, mais aussi à l'islam, et pour certains vont partir. Je pense à Ivan Abiadi, qui était un peintre, qui à la fin du XIXe siècle, début XXe, va partir en Égypte, va étudier auprès de Chouyour, et revenir, et va transmettre ce qu'il appelle l'initiation. Et ces courants de pensée peuvent être... Alors, premièrement, je m'intéressais qu'à ceux qui sont musulmans, parce qu'il y en a de toutes sortes. Il y a des chrétiens, des francs-maçons, il y a des hindous, même s'ils sont assez peu. En tout cas, il y a tout un courant de cette école de pensée qui va être musulmane, qui va même vivre en pays musulman. Alors, les premiers éléments, elle est anti-moderne. C'est une école qui va être extrêmement critique contre la modernité. Deuxièmement, elle est spiritualiste, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'elle a une vision de l'islam qui est éminemment appuyée sur la mystique de l'islam, sur le soufisme. Troisième élément, elle est universaliste, c'est-à-dire qu'elle va s'intéresser à des courants de pensée religieux, à des études qui touchent le monde entier. En fait, il convoque les savoirs universels à une époque où maintenant, fin 19e, début 20e, on a beaucoup de travaux orientalistes qui ont été faits en différentes langues, allemand, anglais, français, et on a accès à des sources qui nous permettent de, justement, avoir une vision globale des grandes lois, qui sont les lois religieuses, qui ne nous intéressent pas ce soir, mais aussi les grandes lois historiques. Ils ont la force, ces hommes, d'avoir le recul de l'histoire. Ils sont nés en Europe, et eux connaissent la civilisation européenne de l'intérieur, et ils ont un regard très critique sur l'histoire européenne depuis l'humanisme de la Renaissance, et surtout depuis la Révolution française. Alors, on pourra en reparler si vous voulez lors des questions, je ne vais pas m'arrêter plus avant là-dessus. Je vais immédiatement expliquer, donc il y a plusieurs grands noms. Il y a René Guénon, qui est le plus connu, Martin Lings, et je vais m'arrêter à Fridtjof Schuon, donc, qui est donc contemporain, qui est né lui en 1907, et qui est mort en 1998, donc ils sont vraiment vécus à la même époque que Malek Bennabi et lui. Je ne sais pas s'ils se sont connus. Je n'ai jamais trouvé d'évocation de son œuvre, de l'œuvre de Bennabi,
ni dans les livres de Chuon, ni dans sa correspondance privée que j'ai pu consulter. Mais en tout cas, nous allons nous arrêter sur cet homme. Alors, on peut percevoir une historiographie chez ces penseurs. Alors, celle de Guénon a été étudiée. Alors, elle est compliquée, elle s'appuie beaucoup sur l'hindouisme. Celle de Chuon n'a jamais, sauf erreur de ma part, été étudiée par qui que ce soit, alors qu'elle est, je trouve, bien plus accessible. Et elle ne se perd pas trop dans les détails, parce que Guénon s'est beaucoup intéressé à des mythes anciens, sur l'Atlantide, etc. Chuon ne s'intéresse que très peu aux événements en tant que tels, mais il pose des lois historiques qui ne sont pas sans rappeler Ibn Khaldoun d'ailleurs, auteur qui n'a, je ne sais pas s'il l'a lu, dans le détail, mais il l'a connu, il en donne d'ailleurs des mérites, mais en tout cas, il donne une vision qualitative du temps. Pour Chuon, le temps n'est pas une notion abstraite, non pas abstraite, elle n'est pas une notion neutre. Là, le temps est qualitatif. Il y a des époques où le temps n'a pas la valeur que dans d'autres époques. Et il établit, dans plusieurs de ses livres, notamment dans un, sur lequel je vais m'arrêter, qui est difficile, qui s'appelle « Regard sur les mondes anciens ». Et les deux premiers chapitres sont vraiment font d'une historiographie traditionnelle, on pourrait dire, qui a pour objectif de montrer comment l'histoire est pensée dans les grandes traditions religieuses et comment on peut analyser l'histoire selon ces grands principes. Alors, premier principe fondamental sur lequel s'appuie Chuon, c'est l'idée que les anciens, les communautés anciennes, vivaient non pas dans une histoire et une géographie, mais dans une eschatologie et une cosmologie, c'est-à-dire une vision de l'histoire qui dépasse une succession d'événements et une géographie qui dépasse le seul succession d'espace. Alors, il explique dans ce livre toute l'existence des peuples anciens et des peuples traditionnels est dominée par deux idées clés, celle de centre et celle d'origine. Dans ce monde spatial où nous vivons, toute valeur se réfère en quelque manière à un centre sacré, qui est le lieu où le ciel a touché la terre. Dans tout le monde humain, il y a un lieu où Dieu s'est manifesté pour y répandre ses grâces. Et de même pour l'origine, laquelle est le moment quasi intemporel où le ciel était proche et où les choses terrestres étaient encore mi-célestes. Mais c'est aussi, pour les civilisations ayant un fondateur historique, la période où Dieu a parlé, renouvelant ainsi, pour telle branche de l'humanité, l'alliance primordiale. Alors, c'est un peu dense, mais que nous dit ici Chuon? Il dit que, du point de vue de l'espace, les anciens avaient la notion de centre. En termes islamiques, c'est la Kaaba. Le centre, c'est le lieu où convergent les esprits, et la géographie n'est donc pas neutre. Ce n'était pas le sujet de ce soir, donc je ne m'y attendrai pas. Du point de vue historique, ces peuples anciens ont l'équivalent du centre temporel qui est l'origine. Et cette origine, c'est l'âge d'or. Dans la vision progressiste dont j'ai parlé précédemment, de Ben Abi, l'âge d'or vient après. Pour l'école traditionnelle, les peuples anciens, leur âge d'or, c'est avant. Et ça change tout. Puisqu'en fait, l'idée, c'est qu'on a une régression constante depuis l'âge d'or. Sauf que, pour Chuon, et c'est pour moi, je pense, son apport principal, il a l'idée que le déclin est lui-même relatif, donc c'est le contraire de la pensée de Ben Abi, pour qui on a une progression constante avec des déclins partiels. Pour Chuon, on a un déclin constant avec des préservations partielles. C'est l'exact opposé. Je vais y venir. Alors, cet âge d'or est à deux niveaux, nous dit le texte. Un premier niveau antéhistorique, c'est le paradis perdu, c'est ça l'âge d'or. Et un deuxième niveau pour chaque peuple, qui est la venue d'un prophète. Donc l'âge d'or de l'islam, c'est le prophète. L'âge d'or d'autres traditions, ce sera autre chose. Et donc, l'idée, c'est que les anciens regardaient en arrière. Leur vision historique est en arrière. Alors, deuxième élément, le plus paradoxal de tous, et en ce sens-là, il est très khaldounien, c'est que le progrès pour Chuon, c'est un déclin. Donc, pour lui, on pourrait lui rétorquer, vous dites que l'histoire décline, mais si vous prenez l'histoire de l'islam, vous avez le prophète et les compagnons, il n'y a pratiquement pas d'art traditionnel, il n'y a pas de science, il n'y a pas de grammaire, il n'y a aucune science à l'époque du prophète et des compagnons, et pendant très longtemps. Et puis, si vous prenez l'époque médiévale, les Abbassides, Ibn Khaldoun, ce sont des sommités. Les grandes mosquées cathédrales, l'art, les grands traités. Mais pour Chuon, c'est déjà un déclin.
Je vais le citer. Pour les mondes traditionnels, se situer dans l'espace et le temps... Ah pardon, oui c'est ça. Pour les mondes traditionnels, se situer dans l'espace et le temps signifie respectivement se situer dans une cosmologie et une eschatologie, je viens de le dire. Le temps n'a de sens que dans la perfection de l'origine qu'il s'agit de maintenir. Donc l'âge d'or que je dois maintenir. Et en vue de l'éclatement final qui nous projette presque sans transition au pied de Dieu. Donc on passe d'un âge d'or à une fin des temps, dans la vision historique traditionnelle. Si dans le temps, et là j'en viens à ce progrès qui est un déclin, si dans le temps il y a parfois des déploiements qu'on pourrait prendre pour des progrès, si on les isole de l'ensemble, voilà. Si dans le temps il y a parfois des déploiements qu'on pourrait prendre pour des progrès, par exemple dans la formation, dans les traités, dans l'art, etc., c'est non point parce que la tradition est censée devenir autre ou meilleure, mais au contraire parce qu'elle veut rester tout à fait elle-même ou devenir ce qu'elle est. En d'autres termes, parce que l'humanité traditionnelle veut manifester ou extérioriser sur un certain plan ce qu'elle porte en elle-même et qu'elle risque de perdre. Ce danger augmentant avec le déroulement du temps. Les époques plus ou moins tardives, telles que le Moyen-Âge, ont besoin d'une façon impérieuse d'extérioriser et de développer. Qu'est-ce qu'il nous dit Schuon? Face à la perte de ce qui était intérieur aux anciens, c'est-à-dire que pour Schuon, les cathédrales sont nécessaires lorsque la foi se perd. L'art traditionnel, donc les grandes mosquées, les grandes enluminures, les grands traités, l'élaboration doctrinale des textes. Les textes du fiqh du XIIe siècle sont beaucoup plus touffus que ce qu'on peut lire au premier siècle de l'islam. Et c'est encore plus touffu au XIXe siècle. Pourtant, on ne peut pas prétendre que les musulmans du XIXe siècle ont mieux compris que la première génération. Mais on a besoin d'extérioriser ce qu'on est en train de perdre. C'est ça que dit Schuon. C'est que le progrès est un signe que nous avons perdu des choses. Et ça, c'est absolument fondamental. Troisième élément que cite Schuon, et là je ne vais pas pouvoir le citer parce qu'il est déjà trop tard pour cela, c'est la régression, l'histoire de la régression humaine, elle est une répétition, une réplique de la perte du paradis. Alors je vais résumer son idée, il écrit des pages extrêmement belles là-dessus. L'idée c'est que Adam faute, il quitte le paradis avec Ève, et ce qui se passe lors de la faute et de la chute, même s'il n'y a pas de péché originel en islam, il y avait une faute, il y a une erreur qui a été faite, symbolise toute l'histoire humaine. Cette faute, c'est l'incapacité pour Adam de voir au-delà du symbole et de vouloir conquérir la chose. Vous savez, cette histoire de l'arbre défendu. Il part au-delà du symbole pour quelque chose de plus concret. Et toute l'histoire humaine pour Schuon se résume à cela. C'est une déperdition intellectuelle au sens où on employait ce mot à l'époque médiévale, c'est-à-dire intellectus. C'est pas la raison, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui. La raison est un élément de la connaissance. C'est la connaissance intuitive du cœur, qui est la connaissance immédiate que l'homme a en lui du fait qu'il a reçu la fitra, pour parler en termes islamiques. Il a une connaissance concrète puisqu'il a promis à Dieu de l'adorer, et cette promesse est liée à une connaissance. Et donc, l'histoire humaine est une longue dégénérescence des capacités intellectuelles qui ne s'appuient sur aucune raison, ce qui fait que pour Schuon, l'absence d'écriture est un signe de vitalité intellectuelle, puisqu'on n'a pas mis par écrit, en fait, sa connaissance. Et ensuite, on a une dégénérescence qui, pour lui, est incarnée de manière flamboyante par l'Europe à partir du XVe siècle et de la Renaissance, où on a une perte de la connaissance métaphysique au profit de la connaissance scientifique et rationnelle. Et là, on peut dire qu'on est dans l'exact opposé de ce que propose Benabi, puisque Benabi, lui, déplore une chute de la connaissance scientifique, alors que Schuon lui explique que cette connaissance scientifique qui est devenue exubérante à partir du XVe siècle en Europe, elle est un signe, elle est une répétition de ce qui s'est produit lors de la chute. Et donc on a une régression humaine qui va se manifester par une efficacité des sciences matérialistes. On va conquérir le monde, on va dominer le monde, on va le détruire. On sait aujourd'hui, Schuon est mort à une époque où on avait encore moins conscience qu'aujourd'hui de la destruction du monde, mais pour lui, très clairement, cette destruction, elle est le fait que c'est la raison qui a pris toute la place de la connaissance, alors que
à l'époque, aux époques anciennes, la raison n'était qu'un élément parmi d'autres. Si vous voulez, on pourrait en parler après. Je passe à grands traits ce que je devais dire. Dernier élément, voilà, dernier élément qui me paraît très important de sa pensée, c'est qu'il a une pensée décliniste relative. C'est-à-dire que pour lui, la loi de la pesanteur, il dit que la loi générale de l'histoire, c'est la loi de la pesanteur, l'humanité chute, elle est compensée par une loi de la compensation qui fait que chaque période est pire que la précédente, mais chaque période a des grâces que n'avait pas la période précédente. Et lui, par exemple, explique qu'à son époque, qui est la nôtre, une des grâces de son époque, c'est qu'on a un accès à un savoir qui n'était pas possible auparavant, et que c'est une compensation de l'histoire. Alors très rapidement, je vais donner des sources islamiques de cette vision décliniste de l'histoire. Sans parler du Coran, je vais citer quelques hadiths, et je m'arrêterai là-dessus. L'idée décliniste est profondément marquée dans l'histoire telle que l'a annoncé le prophète de l'islam. On a les meilleurs hommes sont ceux du siècle qui est le mien, puis ceux qui succéderont à cette génération, et ainsi de suite jusqu'aux derniers hommes qui seront les pires. Autre élément qui a été commenté par René Guénon justement, c'est la différence qualitative du temps qui passe. Un hadith qui dit « l'heure, donc la fin des temps, n'aura pas lieu avant que le temps ne se soit contracté, au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure s'écoulera aussi vite que la consommation d'un tison enflammé. » Je pense que si je vous faisais une interrogation maintenant sur la semaine que vous venez de passer, vous ressentirez tout ce qu'il est décrit dans ce hadith. Ces deux hadiths, et il y en a d'autres, fondent la pensée d'une historiographie traditionnelle décliniste au sens où je viens de le décrire un instant. Et la loi de la compensation, elle, est instituée par des hadiths également, et notamment le fameux hadith dans lequel le prophète s'adresse à ses compagnons en disant « Il viendra une époque où les hommes, je résume le hadith, feront 1/10 de ce que je leur ai demandé, ils iront au paradis. Vous, donc les compagnons, s'il vous manque 1/10, vous ne serez pas agréés. » Ben, la loi de la compensation pour Chulon, c'est cela. C'est que l'époque est pire, et donc elle a des... Comme il y a une miséricorde divine, l'époque régresse, mais elle a des compensations qui font qu'elle est tolérable. Et je m'arrête là, merci. Et excusez-moi pour le retard.